On va définir ce que veut dire l'évaluation fonctionnelle et puis pourquoi elle est si importante et pourquoi elle permet de déboucher sur des interventions efficaces. Donc, la fonction, on va dire, c'est pas l'opposé, mais un comportement, il peut être défini selon sa fonction ou sa topographie, ou les deux bien sûr, mais la topographie sert à le repérer, et par contre la fonction va servir à l'analyser. Et c'est en la connaissant qu'on va pouvoir agir. Donc un comportement, il a toujours une, voire plusieurs fonctions, qui sont plus ou moins faciles à identifier, bien sûr. Hein. Parfois, c'est une fonction évidente, et puis parfois, il faut pousser l'analyse pour essayer de comprendre en fait ce qui maintient, ce qui déclenche, ce qui maintient ce comportement, et pourquoi ce comportement apparaît. Et c'est là où ça va être important de revenir sur notre schéma ABC, savoir ce qui déclenche, ce qui maintient. Donc, les fonctions du comportement, elles peuvent être... on les classe en 4 fonctions principales. Donc, ça peut être la recherche de renforcement positif. Donc, c'est-à-dire, l'enfant, il essaye d'obtenir ce qu'il souhaite. Quelque chose de désirable, ce qu'il a envie d'atteindre, il essaye de l'atteindre. Forcément, on parle des comportements des filles, donc à travers un comportement qui n'est pas adapté. Mais dans tous les cas, il cherche à atteindre une source de renforcement. Donc cette source de renforcement, elle peut être soit sociale, donc c'est le cas de la recherche d'attention, par exemple. Un enfant, il peut s'engager dans des problèmes de comportement pour obtenir de l'attention. Et je vous propose d'ailleurs de regarder une petite vidéo qui est certes un peu caricaturale, mais où la recherche d'attention, elle est très claire. Donc voilà, on vient de voir sur cette petite vidéo un enfant qui visiblement cherche à attirer l'attention à chaque fois en se jetant par terre. Et vous aurez remarqué donc le comportement imperturbable du parent et puis du chien aussi. Une autre fonction peut, à travers de la recherche de renforcement social, peut être aussi l'accès à des choses qu'on souhaite. Donc, par exemple, un enfant, il veut... je sais pas, je dis n'importe quoi, il veut des chips et il sait pas les demander, ou alors il a plus le droit d'en avoir mais il en veut encore, et ben il peut faire une colère pour accéder à ces chips. Et donc ça va être de la recherche d'accéder à ce qu'on appelle un tangible, à quelque chose soit à manipuler, à manger, enfin quelque chose de concret. La recherche de renforcement peut être aussi à travers de ce qu'on appelle un peu le contrôle de la situation. Il y a des enfants qui sont qui sont beaucoup en recherche de pouvoir décider comment les choses se déroulent. Ils aiment bien aussi un petit peu contrôler le comportement de l'intervenant, d'avoir certaines réactions sur son visage, que les choses se déroulent d'une certaine manière et pas d'une autre. Et ça peut être une source de plaisir pour certains enfants. Et donc, il faut savoir aussi identifier cette recherche de contrôle.
Et donc, dans la recherche de renforcement positif, donc là, on a vu tout ce qui est social, on peut avoir aussi la recherche de renforcement automatique. Donc, c'est-à-dire, en gros, que l'enfant cherche une sensation. Ça se passe au niveau sensoriel. Donc, ça peut être forcément certaines stéréotypies qui peuvent être liées à la recherche sensorielle, comme on va le voir dans la vidéo qui suit. Dana mamie, merci. Merci. J'ai envoyé une côte poteau. Merci. Non. Viens, on va aller voir là-bas. Donc on a vu la recherche de sensations différentes à travers les différentes modalités, que ce soit au niveau du goût, de l'odorat, de l'ouïe, du toucher, etc. Donc dans cette recherche d'attention, on appelle ça automatique parce qu'en fait, le renforcement, il n'y a pas de médiateur, on va dire, entre la recherche de renforcement et l'accès. La personne, si elle a envie de se stimuler au niveau gustatif, elle va directement aller chez le verre, elle ne va pas aller, contrairement à la recherche d'intention qui dépend d'une personne qui la délivre, ou la recherche d'accès à des objets qui dépend également d'une personne qui les délivre, et bien là, l'enfant, on va dire, il se satisfait lui-même sans passer par l'intermédiaire de quelqu'un. Voilà pourquoi on fait la distinction entre renforcement social, qui va être en général plus facile à... on va dire, l'intervention va être plus facile à mettre en place dans le sens où on est déjà impliqué dedans. Donc nous, on va être une composante qu'on va pouvoir... notre comportement va être une composante qu'on va pouvoir moduler pour agir sur les troubles du comportement. Par contre, dans le renforcement automatique, l'enfant se satisfaisant lui-même, et ça va être plus dur. En tout cas, ça ne va pas passer par notre comportement qui change. Ensuite, on va voir on a vu les deux façons de rechercher du renforcement positif. Et là, on va voir également les deux façons de rechercher du renforcement, cette fois-ci négatif. C'est-à-dire que dans le renforcement négatif, l'enfant, il cherche à arrêter, différer, éviter une tâche qui lui est désagréable. Donc ça peut être pareil chercher à éviter une source, on va dire, sociale, ou faire du renforcement négatif social. Typiquement, c'est les procédures d'échappement, pas une procédure, c'est un comportement d'échappement. Par exemple, je pose une consigne à un enfant, et puis il se jette par terre, il part en courant, il crie, il pleure, il jette le matériel. Voilà, ça peut se manifester de plein de manières, mais ce sont des comportements d'échappement. Donc ça veut dire que ça a été l'antécédent, il est proposé par une personne, et puis donc le comportement, il suit. Ensuite, ça peut être, comme pour le renforcement positif, ça peut être donc du renforcement négatif automatique. Donc là, la personne, elle va chercher à éviter une sensation désagréable. Donc on peut avoir des comportements problématiques. Par exemple, quand on a des enfants qui ont des boutons ou des croûtes, forcément ça gratte ou ça fait mal, et ça peut être des enfants qui vont gratter jusqu'au sang, qui vont incessamment décoller la croûte, et on aura une cicatrisation qui va durer énormément de temps parce qu'ils n'arrivent pas à laisser ces plaies ou ces boutons tranquilles. Voilà les principales fonctions du comportement. Donc très important de les avoir en tête, puisque c'est à chaque fois une de ces fonctions que l'on va chercher quand on voit apparaître un trouble du comportement. C'est à quoi sert ce trouble du comportement? Est-ce que la personne cherche de l'attention, à accéder à quelque chose, à contrôler la situation? Est-ce qu'elle cherche une sensation? Est-ce qu'elle essaye d'éviter une sensation?
Est-ce qu'elle essaye d'échapper à des consignes, à des tâches, à une situation? Donc à chaque fois, on va avoir cette lecture de la fonction, à quoi sert ce comportement. Donc il est possible qu'un trouble du comportement, il ait une topographie, donc une forme, par exemple taper, qui a plusieurs fonctions. Donc taper peut servir à échapper à une tâche, on me présente un travail à faire, je tape la personne pour qu'elle arrête de me présenter la tâche. Ça peut aussi servir à chercher de l'attention dans un contexte de cours de récréation. Je tape un camarade, comme ça l'instit vient me voir, même si l'instit m'enguirlande, ça peut être une manière pour moi d'obtenir de l'attention qui peut être considérée agréable. C'est-à-dire qu'on ne va pas définir ce que la personne obtient en termes de comment nous on le considère. On se dit oui, mais je lui crie dessus quand même, c'est pas quelque chose d'agréable. Mais si la personne, elle le reproduit et qu'elle reproduit à chaque fois la situation, qu'elle obtient à chaque fois la même conséquence et que le comportement se maintient, c'est bien qu'elle y trouve une source de renforcement. Et sans doute que le fait de lui crier dessus, peut-être c'est drôle parce que le visage se déforme, peut-être c'est drôle parce que la voix module, etc. Ou les mimiques sont amples. Bref, il y a quelque chose en tout cas de drôle ou d'agréable que la personne cherche à reproduire et ça peut être pour ça que le comportement se maintient. Donc il ne faut jamais le définir a priori en disant « mais non, ça ne peut pas être ça parce que c'est désagréable ». Non, c'est en fonction de la personne. Et puis, donc, un comportement défi peut avoir une forme et plusieurs fonctions, mais il peut aussi avoir plusieurs comportements défis, Ils peuvent avoir des topographies différentes. Donc, je peux taper, crier, pleurer, me jeter par terre, etc. pour une fonction, par exemple pour échapper. Et donc, il y a échapper à une tâche. Il y a des enfants qui sont très forts, qui ont comme ça un répertoire très élaboré de comportements pour échapper à une tâche. Donc il y en a qui vont peut-être essayer de jeter le matériel, rire. Et voilà, le fou rire, c'est aussi une forme d'échappement. Il y en a qui vont fermer les yeux, se dire si je fais le mort, peut-être qu'à un moment il ne se passera plus rien et que je vais y échapper. Il y en a qui vont être plus agressifs, se jeter par terre, essayer de nous agripper, qui peuvent aussi avoir des comportements agressifs envers eux-mêmes, se donner des claques ou des choses comme ça. Donc il peut y avoir une variété comme ça de comportements, mais qui peuvent avoir tous la même fonction, échapper à la tâche. Donc c'est pour ça que ça va être important de pouvoir ce qu'on appelle faire après des classes fonctionnelles. Donc quand je fais mes définitions de comportement, je vais dire l'enfant par exemple tape, ferme les yeux, agrippe les vêtements de l'instructeur, enfin de la personne qui donne les consignes. Ça va être toute ma classe de comportement que je vais définir. Voilà. Et donc, comme je dis, la topographie est importante pour repérer le problème de comportement. La fonction, elle est importante pour traiter le problème de comportement. Donc, notre évaluation fonctionnelle, je vais décrire après comment on mène une évaluation fonctionnelle et comment, du coup, par quels outils on peut essayer d'identifier les fonctions du comportement. Mais tout d'abord, à quoi ça sert? Du coup, quand on fait une bonne évaluation fonctionnelle et qu'on arrive à identifier les fonctions, on peut mettre en place des actions de prévention. C'est-à-dire que l'on peut agir ce qu'on appelle sur les antécédents. Donc, hop, au niveau de mon A, voilà. Donc on peut agir sur les antécédents, de pouvoir faire en sorte que je change quelque chose dans l'environnement qui va faire que le comportement il n'apparaisse pas. Après, je vais pouvoir aussi agir en conséquence. Donc c'est-à-dire le comportement il est apparu, moi, qu'est-ce que je fais? Dans mon environnement, qu'est-ce que je maintiens, qu'est-ce que je change, etc. pour faire en sorte que par la suite, le comportement n'apparaisse pas, donc je dois identifier la source de renforcement. Dans la conséquence, il y a toujours la source de renforcement du comportement. Et ça permet également de faire d'enseigner, bon là je ne le présente pas en antécédent ou en conséquence parce qu'il y a souvent les deux composantes, d'enseigner des comportements alternatifs aux comportements problèmes. Et là aussi, ça va être très important de définir la fonction, parce que si je sais que par exemple l'enfant tape, crie, pleure pour échapper à une tâche, eh ben, quel comportement alternatif je peux lui enseigner pour échapper, entre guillemets, à cette tâche. Donc, par exemple, il peut demander une pause, il peut demander de l'aide,
Donc je peux enseigner comme ça ce qu'on verra des comportements, ce qu'on appelle de communication fonctionnelle, pour pouvoir éviter que l'enfant s'engage dans des comportements inappropriés. Et du coup, il a un comportement approprié à sa disposition et il peut s'engager dedans pour obtenir la même fonction qui est de différer ou d'éviter la tâche. Hop. Alors, je vais partir d'un exemple, justement pour voir à partir de l'exemple de « c'est l'heure de se laver les mains avant de manger », l'enfant, il crie et il part. Ce qu'on peut faire en prévention, ce qu'on peut faire en conséquence et les comportements alternatifs qu'on peut enseigner. Ça va être juste un exemple parce que du coup, là, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait la recherche de fonctions. Alors, je vais partir sur des fonctions hypothétiques et puis on va voir les actions qu'on peut mettre en place. Alors, si donc on a cet enfant à l'heure de se laver les mains qui part et qui crie, agir en antécédent, c'est-à-dire que je vais donc changer ma demande ou éliminer ce qui peut provoquer le comportement. Donc peut-être en fait que en faisant mon analyse fonctionnelle, j'ai compris que ce qui pose problème, c'est que l'eau elle est très froide et l'enfant déteste cette sensation. Et donc du coup, je règle le robinet à une température tiède. Je fais couler un peu d'eau avant, comme ça l'enfant l'ouvre et c'est tiède et il acceptera de se laver les mains. Donc j'ai changé quelque chose en antécédent. Ou alors je peux aussi décider que j'ai déjà beaucoup de choses à travailler, on a d'autres chats à fouetter, que le lavage des mains pour l'instant c'est pas une priorité dans toute la globalité de mon intervention. Et dans ce cas-là, je vais dire, ok, je préfère pour le moment éviter le trouble du comportement parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont en cours de traitement, on va dire. Et donc, pour le moment, on va lui mettre du gel antibactérien et on va pas faire de lavage des mains. Donc, j'élimine mon antécédent. Voilà. Ensuite, une intervention qui serait basée sur les conséquences, c'est de se dire, bon, j'ai demandé qu'il se lave les mains, ok, il crie, il part en courant, etc. Seulement, ça y est, ma consigne elle est posée. Si moi je cède, ça va maintenir le comportement. Si c'est de l'échappement, il va à chaque fois continuer à crier, à pleurer, à crier, à partir en courant à chaque fois que je présente la tâche parce que il a la possibilité d'échapper à la tâche. Au niveau des conséquences, je le laisse faire. Donc là, je vais me dire non, c'est pas possible, je peux pas renforcer ce comportement et donc je vais maintenir ma consigne. Et je vais ne pas céder en fait. C'est si tu te laves les mains et ça prendra le temps que ça prendra, mais tu finiras par te laver les mains. Donc là, j'agis en conséquence. On verra quand même pas mal de manières d'aménager pour que les conséquences n'apparaissent pas d'une manière trop rude et que l'enfant que ce soit suffisamment progressif pour que ce soit pas mal vécu par l'enfant ou le moins mal possible. Et puis, sur le plan des comportements alternatifs à enseigner, si, par exemple, j'ai identifié que l'enfant il veut pas se laver les mains à ce moment-là parce que, justement, je ne sais pas pourquoi, enfin bref, il n'aurait pas envie de se laver les mains à ce moment-là, on peut lui enseigner à demander plus tard. Et on peut accepter... Des enfants, par exemple, qui veulent avoir du contrôle sur les situations, ça peut être... ils veulent en fait décider quand eux laveront leurs mains. Donc, ok, on peut accepter plus tard, on peut lui laisser un laps de temps. On peut lui enseigner à communiquer ça, soit en demandant plus tard par les mots, soit avec une carte, soit avec un signe. Enfin bref, il y a plusieurs manières de l'enseigner. On peut aussi lui enseigner, si c'est un problème justement de température, à lui-même régler la température, laisser couler l'eau, faire des vérifications. Quand l'eau est à la bonne température, ok, il peut s'engager à se laver les mains parce que du coup, ça pose plus de problème. Et lui enseigner ce comportement lui permettra d'éviter le comportement d'échappement. Donc voilà à quoi sert mon évaluation fonctionnelle, à pouvoir, si j'ai identifié ce qui déclenche, ce qui maintient, et si je connais bien la fonction et que du coup, j'identifie des comportements alternatifs à enseigner, j'aurai déjà pas mal d'outils à ma disposition pour pouvoir agir. Ça, c'est très important, c'est que, j'ai déjà dit, mais je le redis, c'est que tout comportement, défi ou pas, mais dans notre cas, comportement défi, a une fonction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenter d'éliminer un comportement défi si on n'a pas identifié la source de renforcement. Et si j'enseigne pas un comportement de remplacement, si je veux tout simplement dire... non, mais tu te laveras les mains, que t'aimes l'eau froide ou pas, alors que l'enfant déteste ça, tu te laveras les mains. Ça va jamais... Peut-être il y aura une habituation forcée à la longue et que l'enfant finira par accepter, mais ce sera pas bien vécu par l'enfant dans tous les cas. Donc
il faut toujours essayer d'identifier la fonction pour pouvoir proposer la meilleure intervention possible. C'est une règle éthique. Ça fait partie de notre code de déontologie de faire des interventions basées sur la fonction pour des interventions efficaces. Et le deuxième point, l'évaluation fonctionnelle, elle est importante parce que elle permet d'éviter le recours à des stratégies qu'on appelle plus restrictives, comme la punition ou comme d'autres interventions en conséquence, qui là vont être plus intrusives pour la personne et qui vont être en général moins agréables. Et donc c'est pour ça qu'on favorise la prévention et l'enseignement des comportements de remplacement.